Bienvenue à tous, merci de nous rejoindre dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de ce journal, fin des opérations de vote au Niger pour le second tour de la présidentielle. Élection qui opposait ce dimanche le candidat du parti au pouvoir Mohamed Bazoum à l'ancien président Mahaman Ousmane. Première transition démocratique depuis l'accession à l'indépendance. Promouvoir l'excellence à l'échelle continentale, le groupe Attijari Wafa Bank et l'agence marocaine de coopération internationale s'engagent à accompagner les jeunes talents africains. Une convention de partenariat a été signée en ce sens. Et rencontre dans ce journal avec Moustapha Thiam, auteur de L'adversité, mon allié, un ouvrage dans lequel il raconte son parcours et les étapes de son ascension sociale, de l'école de Siné Saloum au Sénégal aux grandes écoles de commerce en France. Mais tout d'abord, le fondateur américain de la société de sécurité privée Blackwater a violé l'embargo sur les armes en Libye. Une information révélée par un rapport des enquêteurs de l'ONU. Eric Prince aurait envoyé en 2019 des mercenaires étrangers et des armes à Khalifa Haftar, homme fort de l'Est libyen, qui tentait alors de faire chuter le gouvernement. Toujours d'après ce rapport, cette opération de 80 millions de dollars prévoyait également la formation d'un commando pour tuer de hauts responsables libyens. Ces révélations pourraient amener à des sanctions à l'encontre d'Eric Prince, dont une interdiction de voyager. Les Nigériens ont voté ce dimanche pour le second tour de l'élection présidentielle. Près de 7 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes. Un second tour qui opposait Mohamed Bazoum, dauphin du président sortant, candidat du parti au pouvoir, le PNDS Taraya, et Mahaman Ousmane, ancien chef de l'État de 93 à 96 et leader du parti nigérien pour la démocratie et le socialisme, le RDE Tchandji. Cette élection marque la première transition démocratique dans le pays depuis son accession à l'indépendance. Reportage de notre correspondant Sadoulizo Mokhtar. Le président de la République, Issoufou Mahamadou, en fin de mandat, a donné le coup d'envoi des opérations électorales pour le second tour de la présidentielle. Au bureau de vote numéro 001, installé à l'hôtel de ville de Niamey et réservé aux officiels. Deux candidats, Mohamed Bazoum du PNDS Taraya et Mohamed Ousmane du RDR Tchandji, arrivés respectivement premier et deuxième lors du premier tour, s'affrontent dans le cadre de cette présidentielle. L'alternance est en marche. L'alternance pacifique qui a manqué au Niger depuis des décennies va se réaliser. Je suis fier. Je suis fier d'être le premier président démocratiquement élu de notre histoire à pouvoir passer le relais à un autre président démocratiquement élu. Mohamed Bazoum, candidat de la majorité au pouvoir porté par la coalition Bazoum 2021 et alliés, fort de 95 partis politiques, après son vote s'est réjoui du climat qui a prévalu lors de la campagne électorale. Mohamed Ousmane, candidat du RDR Tchandji, de l'opposition politique soutenu par la coalition CAP 2021 et alliés, a pour sa part voté à Zender dans le sud du Niger. Ce vote se passe dans le calme, la discipline et que le vainqueur ait la chance avec lui. Je souhaite que cette chance soit de mon côté, bien sûr. J'ai beaucoup de raisons de croire qu'elle est en effet de mon côté. Et donc, par conséquent, j'aborde l'avenir avec beaucoup de sérénité, avec beaucoup de calme. Mon sentiment, c'est que la population n'est plus disposée à tolérer des élections truquées. Donc, je saisis cette occasion que vous m'offrez pour interpeller tous les responsables à tous les niveaux à faire en sorte que chacun apporte sa pierre pour que ces élections-là soient des élections qui soient propres, qui soient correctes et que les citoyens se retrouvent
dans les suffrages qu'ils ont exprimés. Pour rappel, au premier tour, Mohamed Bazoum, candidat du parti au pouvoir, a recueilli 39,30% des suffrages valables, contre 16,90% pour l'ancien président de la République, Mahaman Ousmane. Les observateurs sont à pied d'œuvre pour statuer sur la crédibilité ou non du processus. Les premiers résultats sont attendus dans un délai minimum de 72 heures. Le groupe Attijari Wafa Bank et l'Agence marocaine de coopération internationale ont signé le 18 février une convention de partenariat. Les deux institutions s'engagent à promouvoir l'excellence continentale, notamment en accompagnant la jeunesse africaine dans le développement de ses compétences. Amenedi. Premier partenariat entre l'Agence marocaine de coopération internationale AMCI et le groupe Attijari Wafa Bank. Signé le 18 février 2021, cette convention consiste en la mise en œuvre d'un programme à long terme de développement de l'insertion professionnelle des jeunes étudiants étrangers, boursiers de l'agence à travers des recrutements réalisés au sein du groupe bancaire au Maroc. Sur une durée de 12 à 36 mois, il permettra aux recrues de rejoindre les différentes filiales présentes en Afrique. Les études que l'on donne aux étudiants sont des études extrêmement théoriques et ils ont besoin de pouvoir se confronter à la vie professionnelle pour être au moment de leur première embauche des gens qui sont déjà opérationnels. Et plus on leur offrira des possibilités de stage, plus cette opérationnalité-là sera effective, sera intéressante pour leur carrière professionnelle. En plus, avoir la possibilité de mener des stages dans les pays étrangers, ça ouvre l'esprit parce que généralement nos étudiants africains pour la plupart sont restés dans leur pays, connaissent très bien leur pays, mais ils connaissent pas le monde. Ceux qui connaissent du monde, c'est ceux qu'ils voient à travers les réseaux sociaux et à travers la télévision, ce qui est loin de décrire la réalité. Le partenariat prévoit également l'accueil en stage des étudiants étrangers boursiers de l'Agence marocaine de coopération internationale au sein du groupe Attijari Wafa Bank au Maroc, le développement de synergies autour de la plateforme Morocco Alumni lancée en décembre 2019 par la MCI, ainsi que la création d'une dynamique intellectuelle auprès des étudiants avec l'organisation de plusieurs activités à l'échelle continentale. Maintenant, ce genre de programme-là ne va pas lutter efficacement contre la fuite des cerveaux, peut même à la limite être même une source de fuite des cerveaux parce que lorsque vous allez dans un pays comme le Maroc et que vous impressionnez positivement l'entreprise dans laquelle vous avez effectué votre stage, rien n'empêche celle-ci de vous proposer de rester au Maroc et donc cela n'empêchera pas la fuite des cerveaux. Ce qui peut empêcher la fuite des cerveaux, c'est que justement ces cerveaux trouvent dans leur pays d'origine des conditions intéressantes. L'initiative permettra aux deux partenaires de créer une dynamique positive autour de la montée en compétences des jeunes et le développement de leurs aptitudes professionnelles. Notons que 12 000 étudiants d'Afrique subsaharienne étudient déjà au Maroc avec une bourse de l'Agence marocaine de coopération internationale. Au Gabon, 2 personnes sont mortes jeudi lors de manifestations contre les mesures prises dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. La police et le parquet les accusent d'avoir violé le couvre-feu. Depuis 3 jours, des Gabonais participaient à un concert de casseroles pour réclamer l'allègement des mesures anti-Covid. Mais jeudi, certains seraient sortis dans la rue amenant l'intervention des forces de police. Les victimes seraient 2 jeunes hommes, dont un étudiant de l'université de Libreville. Écoutez la réaction de Laurence Dong, présidente de Debout Peuple Libre. Le peuple gabonais a décidé de manifester son mécontentement contre les mesures de restriction prises par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. Et donc, suite aux dernières mesures du gouvernement annoncées le 13 février dernier, les populations ont décidé, un mot d'ordre a été lancé sur les réseaux sociaux pour qu'un concert de casseroles soit organisé tous les soirs de 20h à 20h05. Et la première soirée, c'était le mercredi 17 février. Et tout se passait bien, il n'y a eu aucun problème. Le jeudi 18, pareil, les populations ont manifesté. Elles devaient rester chez elles, c'était le mot d'ordre. Mais des jeunes excédés par la situation sont descendus dans la rue en frappant dans leurs casseroles. Et comme à leur habitude, les forces de l'ordre ont ouvert le feu sur les manifestants et 2 jeunes gens ont été tués
Gilda Siloko, qui est un père de famille, et Eman Jenki Derek, qui est un étudiant en géographie, sont tombés donc sous les balles des forces de l'ordre gabonaises qui, comme à leur habitude, répriment toutes les manifestations. Et donc la colère plutôt que d'éteindre le mouvement, cela a fait croître la colère des populations, et donc le concert des casseroles continue jusqu'à pas seulement la levée des restrictions, mais que pour une fois le gouvernement, ce régime entende le cri du peuple gabonais. Dans l'actualité également, la Banque centrale du Soudan a dévalué ce dimanche la monnaie nationale. Le pays adopte ainsi un régime de change flottant, une mesure prise afin de satisfaire aux exigences du Fonds monétaire international et d'obtenir un allègement de la dette. L'économie soudanaise est en grande difficulté après des décennies de présidence d'Omar el-Béchir. Le gouvernement de transition a débuté la mise en œuvre de réformes économiques afin de pouvoir bénéficier d'un accès aux prêts facilité auprès des institutions financières. Rencontre à présent avec Moustapha Thiam. Ce jeune Sénégalais vient de publier un ouvrage intitulé « L'adversité, mon allié », un livre dans lequel il retrace son parcours de son village de Siné-Saloum au Sénégal à Paris, la capitale française. Il y raconte le soutien de sa famille et les échelons qu'il a gravis pour devenir aujourd'hui entrepreneur et conférencier. Une véritable ode à la réussite, mais également des conseils à la jeunesse africaine dans ce processus d'ascension sociale. Écoutez Moustapha Thiam. L'adversité, mon allié, c'est un ouvrage qui retrace tout mon parcours, tout mon vécu, toute mon expérience depuis le village où j'étais. J'ai fait toute mon enfance en faisant 7 kilomètres à pied pendant 7 ans pour aller à l'école, dans des conditions très difficiles, jusqu'à venir à Paris, construire ma société. Et voilà, c'est un livre qui retrace tout le parcours de mon histoire et qui évoque beaucoup de sujets sur l'Afrique, mais un livre de développement personnel qui montre à cette jeunesse comment entreprendre et comment se construire pour retrouver son chemin de vie. C'est un ouvrage qui retrace le parcours qu'un jeune doit prendre depuis son enfance jusqu'à sa réussite professionnelle et personnelle. C'était pas un chemin très facile, mais je me suis battu, j'ai confronté l'adversité, j'ai titillé l'adversité, j'ai provoqué l'adversité jusqu'à ce qu'elle devient, bien sûr, mon allié. À travers cet ouvrage, j'ai écrit 5 règles d'or pour se construire et comment entreprendre pour réussir tout ce qu'on veut, bien sûr, réaliser dans ce bas monde, parce que j'ai défini la vie comme étant un champ de bataille et il faut prendre l'adversité comme vecteur de progression professionnelle. Encore une fois, l'adversité, mon allié, un ouvrage qui s'adresse à toute personne qui se cherche, toute personne qui veut construire sa propre vie et apporter quelque chose, parce que pour moi, vivre c'est impacter, vivre c'est faire quelque chose, et il faut le temps que cette jeunesse prenne son destin en main et bien sûr impacter pour la vie et pour changer les choses. Du sport et les premières rencontres des qualifications de l'Afro-Basket FIBA 2021 qui ont débuté au Cameroun. 8 équipes se disputent une place pour la phase finale. 4 matchs ont eu lieu pendant la première journée au Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé. Le résumé des rencontres avec André Fidel Mekinda. Début des qualifications Afrobasket FIBA 2021 à Yaoundé au Cameroun. Pour cette première journée des groupes B et C, les spectateurs ont eu droit à 4 rencontres. Le Kenya et le Sénégal sont les premières équipes à s'affronter sur le parquet du Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé. Après une rencontre serrée, le Sénégal domine le Kenya par un score de 69 points à 51. Je suis fier de mon pays, je suis fier de mon équipe et tout le temps pour le basket africain. Si on compte le basket africain, après les États-Unis, l'Afrique, on est numéro 1. 13 fois pour les filles, 7 fois pour les garçons. En début d'après-midi, la Guinée s'incline face à la Côte d'Ivoire par un écart de 14 points. Score final, 87 points à 73. Nous avons à cœur déjà de respecter les consignes du coach et ensuite de former une équipe, de former une famille. Parce que c'était ça le plus important. Et ce match, aujourd'hui, c'était un match piège parce que on se disait, on gagne ce match, on est qualifié. Mais on pouvait le perdre. Donc, qu'est-ce qu'il fallait faire pour gagner ce match? Programmée pour la fin d'après-midi, la rencontre entre le Cameroun et la Guinée équatoriale n'a pas eu lieu.
Selon la FIBA, la partie entre le Cameroun et la Guinée équatoriale a été reportée en raison de l'arrivée tardive de la délégation équato-guinéenne à Yaoundé. Compte tenu du contexte du Covid que nous connaissons, qui ne facilite pas les choses, avec tous les tests qui sont pratiqués, toute cette pression, déjà même au voyage, parce qu'il y a des multiples tests à effectuer avant d'arriver. Dans le groupe B, la rencontre opposant l'Angola au Mozambique s'est soldée par la victoire de l'Angola, 91 points contre 68. Grâce à ce succès, la nation sacrée 11e fois championne continentale a également décroché son succès pour la phase finale. Cette première journée de jeu à Yaoundé s'achève avec la qualification du Sénégal, de la poule B et de la Côte d'Ivoire de la poule C. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.